Alors, dernière vidéo sur cette séance sur les bases de données. Et donc là, on rentre dans la partie que plus pour les M1, hein. Euh, alors, on va s'intéresser en particulier à de la manipulation de données un petit peu plus fine que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et notamment à la fonction group by qui va permettre d'appliquer des fonctions à des données. C'est-à-dire pour les centrer réduire, pour calculer des taux de croissance, toutes ces choses-là. Euh, Ouais, alors effectivement, la fonction group by a, mais un peu comme les statistiques descriptives qu'on a vues dans la dernière vidéo, hein, la fonction group by a énormément d'applications possibles, a énormément d'utilisations possibles, et donc on pourrait faire plusieurs séances rien que sur cette fonction. C'est absolument pas l'objet ici, l'objet de cette vidéo et de vous la manière dont vous allez utiliser cette fonction, c'est pour ces applications les plus basiques, à savoir à minima le taux de croissance. Euh, Voilà, mais sinon, si vous êtes intéressé pour savoir un petit peu comment on peut utiliser ces fonctions-là, vous pouvez voir la documentation là-dessus. Donc, vous avez mis le lien ici. Vous avez beaucoup de tutos hein, sur ces fonctions-là, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à les regarder. Euh, Comment ça marche en gros Goodbye? Ce qu'on va faire, c'est que l'on va splitter l'échantillon en fonction d'une variable. Donc, par exemple, si vous avez une base de données qui contient plusieurs pays, donc tout à l'heure, on avait une base de données qui contenait le taux de croissance pour la France, mais imaginons que vous ayez une base de données avec le taux de croissance pour la France, pour l'Allemagne, pour 10-15 pays européens, et que vous voulez calculer le taux de croissance du taux de chômage. Vous pouvez splitter l'échantillon, la base de données, en fonction des pays. Donc on va utiliser la fonction group by en fonction de la variable pays. Et donc ça, il va créer, sans que ça s'affiche à l'écran, hein, il va garder en mémoire le, le data frame qui est découpé en fonction des pays. Ensuite, on va appliquer une fonction taux de croissance. Ça, c'est la partie play. On va appliquer la fonction taux de croissance ou toute autre fonction à chacun des sous-groupes. Ok, donc on va calculer le taux de croissance, machin. Et enfin, troisième étape, on va combiner les sous-groupes. Une fois qu'on a calculé le taux de croissance, on va le recombiner pour reformer le data frame initial avec la variable en plus qui sera la variable taux de croissance. Donc on va mettre ça en pratique dès maintenant. Donc, comment faire un aperçu de cette fonction? On va commencer par importer donc le fichier chômage panel.txt. Donc, toujours la même chose, vous importez le- la base de données, vous le mettez dans un dossier dont vous connaissez le chemin d'accès. Non, c'est pas performance, c'est chômage qui n'est pas là. Chômage panel.txt, c'est bon. Donc, comment on fait pour importer un data frame au format txt. Donc là, on va l'appeler dfch. On va utiliser la fonction de panda .read csv passe plus le nom du fichier, donc chômage-panel.txt. Et là, le séparateur, je le sais que c'est une virgule, mais vous avez un doute, vous l'importez sans le séparateur, vous repérez quel est le séparateur et ensuite vous réimportez la base de données en spécifiant le séparateur. Ok, donc on va vérifier qu'on a bien importé une base de données qui a du sens, qui ressemble à quelque chose. Voilà, typiquement le unnamed égale machin, c'est parce qu'on a dû enregistrer le data frame sans spécifier qu'il fallait pas garder l'indice. Donc là, en fait, il a stocké l'indice initial dans une variable qu'il a appelée unnamed. Et donc là, il a recréé un indice. Donc on a un indice plus une colonne qui contient les indices. Donc c'est bon. Pour ça que ça n'a pas grand intérêt, ce que je vous disais dans la première vidéo de cette séance. Tac, 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 tac. Voilà, c'est ici. Index égale false. Ça sert justement à ne pas stocker la colonne unnamed là, qui contient les indices. Bon, sinon, à part ça, on a quelque chose qui. On a une base de données qui ressemble à quelque chose. Une base de données qui est assez grande hein, de mémoire. Donc on a 1293 lignes pour 5 colonnes. Et en fait, on a un certain nombre de pays. Donc on a l'Australie, l'Europe à 27, on va avoir beaucoup de pays. Ok.
Donc la fréquence, ça c'est la fréquence des données. Je crois que les données doivent être issues de, je sais pas précisé, doivent être issues de CDE peut-être. Bref, c'est pas très important. Fréquence annuelle. Donc là on a la période et ici on a le taux de chômage donc pour ces pays à chacune des périodes. Alors, une petite astuce, je pense qu'il y a plus simple, hein, mais bah, déjà on peut faire, on va faire comme ça, pour voir de combien de périodes on a et de où à où on va, c'est-à-dire de quelle année à quelle année on se balade dans ce data frame. On va donc contraindre notre data frame aux années, ok, et on va utiliser la fonction describe pour voir quel est le min et max d'années. Donc on va de 1955 à 2018. Ok. Ça me permet de savoir un peu sur quelle période je me place. Et ce qu'on pouvait voir, c'était que du coup, tous les pays ne vont pas forcément de 1955 à 2018, puisque là, par exemple, pour, je pense que c'est l'Australie, hein, on commence en 1967. Bref, donc voilà, ça, c'est un peu comment on peut utiliser les différentes fonctions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Ok, donc on a importé notre base de données. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On nous demande d'utiliser la procédure group by pour connaître le nombre de pays présents dans l'échantillon, ainsi que le nombre d'années. Ok. Donc, comment on fait ça? Donc, comment ça marche group by en fait? Je fais df.group by et là, je vais mettre la liste des variables en fonction desquelles je veux séparer mon échantillon. Donc, si je mets country, si on veut avoir en tête la liste des, euh, des- des- des variables qu'on a dans le data frame, on utilise .columns ou liste df. Et donc, là, pourquoi j'ai fait ça, hein, c'était pour regarder si country était en majuscule ou en minuscule. Donc, voilà, comme ça, au moins, je suis sûr que ici, j'ai bien country en minuscule. Et donc, quand je fais ça, là, quand j'écris df.groupby en fonction de country, bah, il sépare mon échantillon en fonction des pays. Ok, donc si je regarde, si je veux voir le nombre de groupes, de sous-groupes de mon échantillon total qu'il a créé, bah, je mets len df group by. Donc j'ai 42 pays dans mon échantillon en fait, c'est ça que ça veut dire. Et si je veux la même chose avec mon nombre d'années, euh, je fais la même chose, sauf qu'au lieu de séparer mon échantillon en fonction des pays, ici je vais mettre time. Ok, donc j'ai 64 années. Okay, on fera le calcul, mais de 1955 à 2018, ça me paraît être à peu près logique. Ok. Voilà. Bon, ça c'est une manière d'utiliser group by. C'est en général pas comme ça qu'on l'utilise, mais bon, si vous voulez compter le nombre d'individus, le nombre d'années ou de choses comme ça, vous pouvez utiliser cette procédure. Mais c'était juste pour vous dire que bah, du coup là dans ce cas-là, il a séparé le data frame total en fonction des pays. Et donc il a fait 42 sous-groupes pour chacun des pays. Et là pareil, ici pareil avec les années. Donc ensuite, écrire la ligne de code permettant de grouper le data frame par pays, tout en contraignant le data frame à ne contenir que la colonne correspondant au taux de chômage. Donc le taux de chômage, ça va être unemployment. Ok, et ben ici, en fait, ça va rien afficher, hein, c'est juste pour vous dire qu'on peut contraindre les groupes par variable. Ici, j'ai juste à mettre la liste des variables qui m'intéressent, donc en l'occurrence unemployment. Ok, donc là, voilà. Il a créé les 42 sous-groupes en fonction des pays, sauf qu'il n'affiche que la variable chômage. C'est comme ça que ça va s'écrire. Pourquoi on vous fait faire ça? Là, c'est pas visuel du tout. Mais en fait, à quoi ça sert? Bah, là, je vais pouvoir appliquer une fonction à cette variable unemployment. Par exemple, le taux de croissance, par exemple, je peux la centrer, réduire, toutes ces choses-là. Alors, c'est ce qu'on va faire justement ici. C'est-à-dire que là, on va passer la partie apply de la procédure group by. On va commencer par créer une fonction qui permet de centrer et réduire la variable d'un groupe. Donc,
Donc là, c'est ce qu'on nous demande. Écrire une fonction prenant un data frame d'une variable comme argument et qui va renvoyer, donc ça va être le résultat de notre fonction, un data frame contenant cette même variable centrée réduite. Et alors, comment on fait def centré réduire. Donc ici, je vais prendre en argument un groupe. Ok. Et je vais retourner. Je crois que je vais encore tricher. Ah oui, c'est pour c'est pour recréer un groupe mais qui contient recréer un data frame pardon, mais qui contient la variable centrée réduite du groupe. En fait, on va devoir faire appel à la fonction data frame qu'on a vu au début de ce cours-là. Donc la fonction panda.dataframe et comme argument, on va lui donner le groupe centré réduit. Donc, je donne comme argument un dictionnaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on crée un data frame de toute pièce, on crée à partir d'un dictionnaire. En clé, le nom de ma variable, donc centered unemployment par exemple. Ok. Et qu'est-ce qui prend comme valeur qu'est-ce que prend comme valeur cette variable? Le groupe centré réduit, donc c'est-à-dire le groupe moins sa moyenne, ok, sur son écart type. Et donc ça, normalement, ça devrait nous donner donc .min.std. Donc ça, c'est des petites fonctions qui permettent d'afficher écart type, moyenne. C'est un peu comme le point core. Voilà, ça permet d'afficher des statistiques descriptives sur les data frames. Donc là, on a défini une fonction et on va maintenant l'utiliser dans le cadre du group by apply. C'est-à-dire qu'on va grouper, comme ce qu'on a fait ici, notre data frame en fonction des pays. On va restreindre ça à taux de chômage. Ok. Et on va appliquer la fonction qu'on vient de créer en utilisant tout simplement apply et entre parenthèses notre fonction. Et ça n'a pas marché. Parce que Panda n'a pas de data frame. Je me suis trompé peut-être dans l'orthographe. Ah oui, c'est une majuscule. Ok. Voilà, et donc là, il nous ressort la variable centrée réduite. À quoi ça sert? Pourquoi on ne fait pas tout simplement... pourquoi on utilise le group by? En fait, si vous essayez de centrer réduire votre variable ici, sans grouper préalablement le data frame par pays, en fait, vous allez faire chacun des éléments de votre variable, donc chacun des niveaux de chômage pour chacun des pays, etc., moins la moyenne du taux de chômage, mais la moyenne du taux de chômage, elle sera calculée pour l'ensemble des pays. Donc ça n'a pas de sens. En fait, on ne centre pas, par exemple, le taux de chômage de la France à partir d'une moyenne qui aurait été faite sur le taux de chômage de la France et de l'Australie et des États-Unis, etc. On va utiliser le group by pour ça. Pour faire cette différenciation. Ok, et donc là, en fait, ce qui fait quand on applique la fonction centrée réduire à la variable chômage pour les data frames qui ont été groupés en fonction des pays, et ben ensuite il reconstruit la base de données où il va y avoir le taux de chômage centré réduit pour chacun des pays. Donc si je veux créer une variable dans mon data frame initial qui s'appellerait unemployment centered unemployment, j'ai juste à faire comme ça. Une variable, donc c'est-à-dire que je prends mon data frame, entre crochets, le nom de la variable que je suis en train de créer, égale à la variable en question. Et donc là, j'ai ajouté dans mon data frame une variable qui s'appelle centered unemployment et qui donc vaut le taux de chômage centré réduit pour chacun des pays.
Ok, donc ça on peut le faire avec n'importe quelle fonction. Notamment, on pourrait s'amuser à recalculer le taux de croissance pour chacun des pays, pour n'importe quelle variable, etc. Bon, il se trouve qu'il existe parfois des fonctions qui permettent de faire ça plus simplement. Donc si je veux calculer le taux de croissance du chômage par exemple, je vais créer donc une variable dans mon data frame, donc df dh entre parenthèses unump gross égale à, donc là je vais grouper mon data frame en fonction des pays et je ne vais garder que la variable unemployment et je vais utiliser la fonction pct -change, je crois qu'on vous la conseille quelque part, voilà, change, ok, pour appliquer le taux de croissance à chacun des pays. Là pareil, pourquoi on procède à un group by? Parce que si vous faites pas ça, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer le taux de croissance pour l'Australie, c'était le premier pays, donc de 1900, je sais plus combien, à 2018. Taux de croissance, donc c'est la valeur actuelle moins la valeur d'hier sur la valeur d'hier. Donc, si vous faites ça, si vous ne faites pas un groupe by, ce qu'il va faire, c'est que quand il va arriver à la fin d'Australie, il va passer au pays d'après et il va faire la valeur en 1955 de, je sais pas quel pays après, mettons que ce soit la France, de la France en 1955, moins la valeur du taux de chômage en 2018 pour l'Australie, sur la valeur du taux de chômage pour l'Australie en 2018, et donc ça va pas marcher. Ok, nous ce qui nous intéresse, c'est le taux de croissance par pays. Voilà. Sinon, il va combiner en gros les différents pays si vous ne les séparez pas préalablement entre pays. Voilà. Et donc là, normalement, il crée une variable qui s'appelle NEPROS et qui contient le taux de chômage, le taux de croissance du taux de chômage par pays. Et ce qui fait que voilà, en fait là il y a un NaN, ça veut dire qu'il y a une valeur manquante, et c'est normal parce qu'en fait on ne peut pas calculer le taux de chômage pour la première année puisqu'il nous manque le taux de croissance du taux de chômage pour la première année de l'échantillon, parce qu'à chaque fois il nous manque du coup l'année d'avant pour pouvoir le calculer. Et donc là, à chaque fois que vous avez un NaN, c'est-à-dire que c'est le début de la période pour le pays que ça concerne. Ce qui fait que si vous n'aviez pas utilisé le groupe by, vous auriez aucun NaN, puisqu'il aurait pu calculer en se basant sur la donnée d'un autre pays, il aurait pu calculer un taux de croissance, mais qui serait du coup fictif. Voilà, bon, je sais pas si c'était bien clair, mais quoi qu'il arrive, si ces choses-là sont pas tout à fait comprises, c'est pas très grave dans la mesure où en fait, là, ce qu'on vient de voir, c'est des choses qui s'appliquent principalement pour des données de panel. Nous, dans le cadre de ce cours, on va essentiellement on va faire que ça, je crois, que de la série temp et de la coupe instantanée. Donc, donc pas de souci, si ces éléments pardon, ne sont pas entièrement compris. De toute façon, le cours est à disposition, le corrigé du cours est à disposition également, donc n'hésitez pas à revenir dessus. Si jamais vous rencontrez des problèmes, même en série temp ou en coupe instantanée, qui vous demandent de faire appel à du groupe by, il y a la documentation, vous avez le cours, vous savez que ça existe, vous avez déjà vu à peu près comment ça fonctionnait, donc pas de souci si c'est pas maîtrisé à 100%. De toute façon, c'est des trucs qui sont pas évidents, ces fonctions-là. Mais c'est bien de savoir que ça existe, même en série temporelle, c'est des choses qui peuvent être utiles. Vous pouvez group by, grouper du coup par année, etc. pour voir un peu des stats DS ou des choses comme ça peut être intéressant d'avoir ces outils-là en tête. Alors ensuite, on a un deuxième type de fonctions qui vont être utiles quand on manipule des data frames, et notamment quand on télécharge des données, c'est assez bien de pouvoir les télécharger à des formats différents, etc. et de pouvoir réunir les données sous un même fichier. Ça, en pratique, en entreprise, c'est quelque chose qui peut être assez utile, quoi. Vous êtes potentiellement amené à avoir un certain nombre
deux bases de données sur lesquelles vous allez devoir travailler, et donc ça peut être utile de savoir comment facilement sur Python, plutôt que sur Excel typiquement, faire des copier-coller machin, sur Python, comment tout mettre dans un même fichier. Bah pour ça, on va utiliser les fonctions concat et merge. Donc là, c'est pareil que la fonction groupe by. On pourrait faire des séances entières sur ces fonctions-là. C'est vraiment pas l'objet du cours. Là, c'est juste que vous ayez en tête que ça existe, que vous ayez compris un petit peu la logique. Donc, pour rappel, donc là, on a importé deux data frames dans ce cours. On a importé un premier data frame qu'on a appelé DF et qui contient les données sur le chômage pour la France de 1975 à 2019. Regarde un peu, on avait bien un data frame qui va de 1975 à 2019, et donc ce data frame concernait en l'occurrence la France. On a également un data frame qu'on a appelé df-ch qui contient entre autres les données du taux de chômage pour les États-Unis. Donc ça, si on veut aller vérifier, on contraint le data frame pour le pays qui vaut États-Unis, USA. Donc pour ça, on met entre crochets la contrainte pour vérifier, hein, la contrainte sur le pays. Donc je vais mettre country et je veux regarder les valeurs du data frame lorsque le pays est égal à USA. Ok, donc là on a bien notre data frame. Donc par contre cette fois-ci qui va pas de 1975 à 2019, là on va de 1955 à 2018. Ok, donc on est sur une fenêtre temporelle un peu différente. Ok, donc ça on met de côté. Et donc l'objectif là de cet exercice 13 va être de concaténer, c'est-à-dire de réunir les données qu'on a pour la France et les données qu'on a pour les États-Unis. On va essayer de les réunir dans un même data frame avec les mêmes noms de variables, etc. Alors, comment on va faire ça? Donc effectivement, ce dont il faudra faire attention, c'est qu'on ait une variable country avec France pour les données françaises, USA pour les données américaines, qui va de 1975 à 2018, c'est-à-dire la fenêtre temporelle la plus large qu'on peut prendre au vu des données qu'on a, et une variable qui va s'appeler unemployment pour le taux de chômage. Donc on va commencer par créer deux data frames différents. Alors, on va commencer par créer donc là du coup comme j'ai ce bout de code, on va commencer par le data frame USA. Ok. Donc le data frame USA, c'est le data frame df-ch pour lequel on a contraint le pays à valoir USA. Attention, on doit faire en sorte que le data frame soit sur la période 1975-2018. Donc là, on sait qu'on va de 1955 à 2018, donc je n'ai pas à me soucier du 2018. Par contre, il faut qu'on commence en 1975. Donc je vais faire quoi? Je vais poser comme contrainte, comme deuxième contrainte, double contrainte, deuxième contrainte toujours entre parenthèses, df chômage, pour lesquels time, la variable année s'appelle time, hein, time, est strictement supérieur à 1974. Ok, et donc là on a bien le data frame qui va contenir toutes ces variables là, hein, mais qui ne concernera du coup que les États-Unis et que les années au-dessus de 1975. Ok. Alors, est-ce que je me suis planté? Ouais. Ok, là ça devrait être bon. Ok. Donc là j'ai créé un data frame qui contient les valeurs pour les États-Unis au-delà de 1975. Ok, donc là c'est bon. Maintenant on va faire la France. Et la France. Donc là on est toujours là, hein. Ok.
DF FR. En France, on demande, ok. Et donc là, c'est du coup, euh, j'ai pas besoin de contraindre en fonction du pays, puisque DF ne contient des données que pour la France. En revanche, je vais devoir contraindre sur les années, puisque les données de DF vont de 1975 à 2019, donc il faut que je retire en gros l'année 2019. Et donc pour ça, je peux faire comme ça, année inférieure à 2019. Ok. Et donc là, on a nos deux data frames, l'un qui contient les données pour les États-Unis, l'autre qui contient les données pour la France. Donc maintenant, on va avoir en gros deux jobs, c'est de réunir ces deux data frames, mais en faisant attention à ce que euh, les noms de variables soient les mêmes. C'est-à-dire que là, déjà, dans DF France, il nous manque une variable, qui est la variable country, en fait. Ok, là, j'ai juste les années, le chômage, et j'ai la croissance qui ne nous intéresse pas, parce que nous, on veut que le taux de chômage. Donc il va falloir que je change le nom de mes variables, etc. Et que j'incorpore une variable qui va s'appeler country et qui va prendre la valeur France. Donc pour ça, comment je fais? Je crée la variable country dans le data frame df France égale à cette liste. En fait, là, je crée 25, 26, 26, 44 fois, je crée 40 fois, 44, une liste avec 44 fois le mot France dedans, et du coup, je l'incorpore dans le data frame France, qui va me permettre d'avoir une variable qui s'appelle bien country. Alors là, c'est country et qui prend la valeur France à chaque fois. Ok. Là, il y a un warning. Alors, je sais plus exactement pourquoi. C'est parce qu'on utilise une liste pour définir une fonction, mais ne vous souciez pas de ce truc-là, c'est pas très grave. Ok. Donc là, on va vérifier que les deux data frames ont bien la même dimension, c'est-à-dire qu'on va vérifier qu'on a bien importé les données sur des tranches temporelles équivalentes. Donc pour ça, on peut utiliser le shape, la fonction shape qui permet d'avoir les dimensions des data frames. Et donc on a bien 44 lignes à chaque fois. Alors, on va dès maintenant limiter les deux data frames à ne contenir que la variable unemployment, année et country. C'est-à-dire que ici, je veux les variables country mettre la liste des variables qui m'intéressent en fait. Effectivement, je veux pas tout dedans. Je veux juste country, time et unemployment. Effectivement, c'est faute d'orthographe. Ok, donc là j'ai limité mon data frame à ne contenir que ces trois variables là. Ok, je l'ai défini comme ça. Donc pour reprendre, hein, là ce que j'ai fait c'est que je définis DF USA en fonction de DFCH qui contient mon taux de chômage, notamment pour les États-Unis. Pour n'avoir que les États-Unis, je contrains mon data frame sur le pays USA. Je contrains également mon data frame sur les années supérieures ou égales à 1975. Et enfin, je contrains les variables qui m'intéressent, c'est-à-dire pays, année et taux de chômage. Ok, je vais faire pareil pour la France. Enfin, cela dit, pour la France, en fait, on veut toutes les variables, si je dis pas de bêtises. Donc là, ah non, j'ai une variable en trop pour la France. Quelle est-elle? Ah oui, mais la croissance. Donc en fait, il faut que je redéfinisse dès le début. Euh, je veux... À ce stade-là, je ne suis pas censé avoir créé l'année country, donc je ne vais pas la garder.
Donc année, chômage. Parce qu'il faut le mettre entre crochets puisque c'est la liste des variables qui nous intéressent. Ok. Donc, pas dans le bon ordre, mais j'ai bien donc les variables country, chômage et année. Donc maintenant, on va renommer les variables pour qu'elles aient les mêmes noms entre les deux data frames. Donc on nous demandait de regarder les dimensions des deux data frames et vérifier que c'était les mêmes. On a bien 44 lignes pour 3 colonnes. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va renommer les noms de variables. Donc DF France, on a année, chômage et country. Pour renommer les variables, on utilise la fonction rename. Je crois que c'est ça. Hein. Rename et on va avoir, je vais vérifier du coup, histoire de faire le moins d'erreurs. Voilà, c'est renames et columns égales, ok. Qu'est-ce qu'on leur renomme? On renomme les colonnes et on donne la liste qu'on souhaite avoir. Donc on veut, ici, on veut year. Voilà, on veut country, year et unemployment. Donc year, et country. Donc country, elle s'appelle déjà country, mais bon, on va remettre. Ok, donc ça marche pas. Faut mettre axis, non? Alors, pardon. Décidément, je suis un petit peu fatigué, je fais des erreurs. Comment? Donc, on veut renommer les fonctions. Donc, on va mettre un dictionnaire. Les clés, ça va être les anciennes valeurs. Et les valeurs, ça va être les nouvelles valeurs. C'est-à-dire que à la variable année, on supprime le nom année et on va mettre year à la place. Years. Ok. Pour la variable qui s'appelait chômage, on va lui attribuer la valeur unemployment. Et enfin, pour la variable country, on va garder country. C'est-à-dire que je crois que ça, du coup, on n'est pas obligé de le mettre. Ok. Très bien. Et donc, si je veux redéfinir France avec ces noms de variables-là, j'ai juste à faire ça. Vérifie en affichant le data frame. Et là, j'ai bien changé le nom de mes colonnes. Ok. Ensuite, donc on fait pareil avec DFUSA. Donc cette fois-ci, on avait country, time et unemployment. Donc là, il faut juste que je change time. Donc je vais faire égal DFUSA .rename colon égal dans un dictionnaire time de point years. Ok. Et donc si je vérifie en affichant le data frame, j'ai bien country, years, unemployment. Ok, et donc on a presque fini. Maintenant, on va utiliser une fonction qui va nous permettre de fusionner les deux data frames. Et ça va être la fonction concat. Donc on va appeler ce data frame USA France égale à pd.concat. Donc c'est une fonction de panda qu'on utilise, donc pd.concat. Là, on va mettre la liste des data frames, je crois, il suffit juste de faire ça. df France, df USA. Ok, alors, je sens qu'il y a eu un petit souci, mais on va vérifier. Non, ça m'a l'air d'être bon, ok. Voilà, simplement.
Ok, bon alors c'est pas un truc qu'on a vraiment l'occasion de faire tout le temps, mais et là on est allé très très vite hein, pour cet exercice-là, mais c'est voilà, c'est quelque chose d'assez utile pour vos projets. Vous serez peut-être amené aussi à devoir importer des données de différents sites, de différentes sources, donc c'est toujours intéressant de pouvoir euh, concaténer, de pouvoir rassembler des différentes bases de données. Voilà, donc je vous laisserai reprendre un petit peu plus à place cet exercice pour voir comment on a fait. Voilà, vous pouvez vérifier la dimension du data frame. Donc, il suffit de faire dfus.shape. Donc ça, c'est une fonction assez récurrente. On fait un peu de manipulation de base de données. Donc, on a bien deux fois plus de lignes au même nombre de colonnes. Et pour enregistrer le data frame au format texte, donc on fait tout CSV passe plus le nom que vous voulez donner à votre data frame, enfin, à votre base de données. Donc on peut mettre France USA hommage .txt. C'est surtout le point .txt qui est important ici, hein, parce que c'est l'extension du fichier et le séparateur, euh, par exemple une virgule, ok, ou un point virgule. Point virgule ou le slash sont plus récurrents. Ouais, ça permet d'enregistrer les bases de données. Bon, pour finir ce cours, on vous a proposé quelques petits graphiques qui étaient déjà présents en fait dans le cours d'introduction. Comme la vidéo dure déjà depuis un petit moment, je vais vous laisser regarder ça pardon, surtout par vous-même, parce que c'est pas essentiel, mais c'est si vous voulez avoir des graphiques un peu plus précis, un peu plus jolis. Notamment ici, vous avez les quelques commandes qui permettent d'avoir les années euh, avec la taille de police, du titre, des abscisses ordonnées, etc. Le nom des abscisses ordonnées. Par défaut, je crois qu'il utilise des floats pour les années, donc là ça permet de les passer en entier, etc. Vous avez comment afficher les barres rouges qu'on a mis pour afficher les différentes crises, etc. Comment faire en sorte que en arrière-plan ce soit une grille un peu grisée. Voilà, bon, c'est cette commande là. Donc, bon, les codes sont commentés, donc vous pouvez regarder ça par vous-même. Ici, ce graphique là vous montre comment faire des graphiques superposés avec deux axes, ouais, enfin deux axes, pardon, deux axes pour les Y, quoi, en fait. Et donc là, en fait, il y a une régression MCO, un nuage de points et le coefficient de la droite MCO qui est estimé. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui concernerait une loi de Kuhn, puisqu'on a la relation chômage-croissance. Là, on a une relation plus ou moins négative, bon, qui se trompe quand même assez fortement à certains points. Donc là, on voit qu'il y a des points aberrants qui ont pu tirer peut-être la régression. Bref, ça c'est le type de statistiques pardon, qu'on aime bien avoir dans une étude économétrique. Voilà, c'est des choses qui sont un peu plus sophistiquées que ce qu'on a pu voir au début de ce cours. Donc je vous laisse regarder ça à tête reposée. Vous serez plutôt amené à utiliser ces outils au second semestre pour votre projet. Donc pour le moment, rien de presse. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était assez clair, voilà, que malgré le distanciel, vous arriverez à travailler sereinement sur ce cours. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous les poser sur le forum Discord qu'on a mis en place, éventuellement par mail si jamais voilà, vous n'avez pas réussi à utiliser Discord comme vous vouliez. On se retrouve incessamment sous peu, probablement cette semaine, pour du coup le prochain cours qui sera le premier cours de la partie 3, donc sur les modèles linéaires sous Python. Où là, du coup, on va principalement faire du MCO sous Python. Donc, on fera quelques petits rappels de cours assez rapides. Ça va être la principale différence avec le cours qui est donné en L3. On va faire des rappels principalement, enfin, des rappels assez rapides sur l'économétrie. Et on rentrera, nous, assez vif dans le vif du sujet sur les applications du cours. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bon courage pour le travail en distanciel. Et, euh, et à très bientôt.